Alors nous avons vu que les choses étaient plus compliquées qu'elles n'en avaient l'air, que, beaucoup de Juifs avaient quitté la Judée bien avant la destruction du second temple. Certaines personnes avaient la possibilité d'y retourner, mais elles ne l'ont pas fait. On a également le témoignage de Philon d'Alexandrie qui, nous l'explique un petit peu plus. Et puis, génétiquement, nous avons vu que s'il existait un lien indéniable avec, la Judée, eh bien, ce n'était pas pour autant que ce «retour» entre guillemets était légitime, d'autant plus qu'il s'est fait, hein, et c'est surtout ça le point, c'est qu'il s'est fait aux dépens des véritables autochtones. Selon la définition de l'ONU, les autochtones sont une population qui vit, dans un, territoire donné au moment où une autre société arrive pour s'installer. Les sionistes ne sauraient être considérés comme étant des indigènes, quand bien même ils auraient des connexions humaines, génétiques, religieuses avec cette terre. L'argument d'ailleurs avait été souligné par la commission King-Crane, hein, du président Wilson. Les, le retour après 2000 ans n'était pas un argument très sérieux. Le comité islamo-chrétien de Palestine dans les années 20 avait établi un parallèle avec Al-Andalus, c'est-à-dire la péninsule ibérique musulmane. Il disait si nous devions refaire les cartes du monde, eh bien Al-Andalus devrait redevenir arabophone, devrait être restitué aux arabophones. Alors on pourrait se dire que ce n'est pas comparable, on penserait à une invasion arabe, mais dans les faits, ce n'est pas très différent parce que d'abord la domination, enfin disons la présence euh, arabophone et musulmane a duré pratiquement 900 ans en péninsule ibérique, hein. Elle commence en 711, elle se termine en 1614 avec l'expulsion des derniers morisques, et surtout, euh, a-t-on vraiment eu affaire à une invasion? La conquête était peu violente, hein. Il y a eu des alliances avec l'élite visigothique, la masse des hispaniques n'a pas résisté. Il y a eu dans l'ensemble, hein, très peu de conversions forcées, hein. Les populations se sont petit à petit, hein, les populations hispaniques, hein, je précise, hein, les populations hispaniques se sont graduellement islamisées et arabisées. D'ailleurs, la preuve que les conversions n'ont pas été forcées, hein, du moins dans la plupart des cas, c'est que euh, dans des nécropoles d'Al-Andalus, des premiers siècles d'Al-Andalus, nous avons une même famille, des membres d'une même famille qui ne sont pas enterrés selon les mêmes rites, hein. Certains sont enterrés selon le rite musulman et d'autres sont enterrés avec leurs objets, donc ce qui n'est pas une pratique musulmane. Donc ça se fait vraiment graduellement. D'ailleurs, le pic des conversions n'est atteint que 250 ans après le début des conquêtes. Pareil, l'arabe ne s'est pas imposé du jour au lendemain. On a parlé roman, hein, pendant assez longtemps, surtout dans les campagnes, on avait des paysans musulmans en Al-Andalus dont la langue maternelle était le roman. Donc, en réalité, ce sont des populations, hein, hispaniques qui ont adopté cette, euh, cette culture, et d'ailleurs qui ont été transmis par la suite au Maroc avec les influences réciproques, hein, surtout d'abord de la péninsule ibérique vers le Maroc, hein. Il faut vraiment comprendre que ce n'est pas le Maroc qui a influencé la péninsule ibérique, c'est plutôt la péninsule ibérique qui a influencé le Maroc. On a notamment l'exemple des chants liturgiques chrétiens, hein, qui ont nourrit la tradition musicale d'Al-Andalus qui existe encore aujourd'hui au Maroc. L'art de famille avec les chants liturgiques chrétiens interpelle. Eh bien oui, c'est un héritage de cette période-là.
de ce substrat hispanique pré-islamique. Le Maroc a aussi hérité de fêtes, de célébrations comme la Saint-Jean. Oui, la Saint-Jean, le Maroc a fêté jusqu'au XXe siècle la Saint-Jean. Le calendrier agricole avec les célébrations comme le Nouvel An grégorien. Et un vocabulaire hérité du roman, parce que l'arabe parlé en Espagne était influencé par le roman, et des mots ont survécu au Maroc jusqu'aujourd'hui, comme le fameux plat marocain la bastela, la pastilla, qui est de la même famille latine que le mot pastel, la pastelleria, ou encore le mot focaccia pour ces biscuits, hein, qui ont la même étymologie que la focaccia, qui viennent du latin focus. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien parce que l'argument du comité islamo-chrétien palestinien est pertinent. La péninsule ibérique, pendant des siècles, a appartenu à la sphère arabophone, à la sphère musulmane, mais surtout, cela n'était pas, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, une colonisation. Les propres habitants ont adopté cette culture née, ont née majoritaire, et forcément ont reproduit des éléments de notre culture antérieure. Donc la péninsule ibérique est aussi foncièrement liée au monde musulman. Si les arabophones continuent de célébrer l'Andalous, de célébrer de se lamenter de la perte de l'Andalous, eh bien, si beaucoup de Marocains disent encore avoir les clés de leur maison en Al-Andalus, si des noms de famille marocains sont formés sur des noms de villes en Espagne, c'est-à-dire des Cordouans, des Sévillans, des Grenadins, et ainsi de suite. Non, je ne suis pas opposé au fait que les Juifs aient eu besoin, à un moment où l'antisémitisme était à son apogée, de se réfugier, de créer un État, de se sentir en sécurité. Là n'est pas le problème. En revanche, ce sont les modalités qui posent problème. Cela s'est fait aux dépens des Palestiniens. Cela s'est fait avec la complicité britannique. Cela s'est fait via des pressions sur le gouvernement britannique, sans que les Palestiniens ne soient consultés. Il y a eu toute une série de mensonges par la suite pour nier leur existence, pour nier leur autochtonie. On les a ensuite chassés, on les a empêchés de retourner. D'ailleurs, le maire de Jérusalem, Al-Khalidi, écrit à la fin du XIXe siècle à Théodore Herzl, quant au projet sioniste. Alors il écrit: l'idée en elle-même n'est que toute naturelle, belle et juste. Qui peut contester les droits des Juifs sur la Palestine? Mon Dieu, historiquement, c'est bien votre pays. Et quel spectacle merveilleux ce serait si les Juifs, si doués, étaient de nouveau reconstitués en une nation indépendante, respectée, heureuse. Il faut compter avec la réalité, avec les faits acquis, avec la force brutale des circonstances. Or, la réalité est que la Palestine fait maintenant partie intégrale de l'Empire ottoman, et ce qui est plus grave, elle est habitée par d'autres que des Israélites. Cette réalité, ces faits acquis, cette force brutale des circonstances ne laisse au sionisme, géographiquement, aucun espoir de réalisation, et ce qui est surtout important, menace d'un vrai danger la situation des Juifs en Turquie, c'est-à-dire dans l'Empire ottoman. J'ai été pendant 10 ans maire de Jérusalem, et après député de cette ville au Parlement impérial, et je le suis encore. Je travaille maintenant pour le bien de cette ville, pour y amener de l'eau salubre. Je suis donc en état de vous parler en connaissance de cause. Nous nous considérons, nous, Arabes et Turcs, comme gardiens des lieux également sacrés pour les 3 religions, le judaïsme, la chrétienté et l'islam. Eh bien, comment les meneurs du sionisme peuvent-ils s'imaginer qu'ils parviendraient à arracher ces lieux sacrés aux 2 autres religions, qui sont l'immense majorité de la population? Il y a en Palestine des chrétiens fanatiques, surtout parmi les orthodoxes et les catholiques, qui, considérant la Palestine comme devant leur appartenir à eux seulement,
sont très jaloux des progrès des Juifs dans le pays de leurs ancêtres et ne laissent passer aucune occasion pour exciter la haine des musulmans contre les Juifs. Il y a lieu de craindre un mouvement populaire contre vos coreligionnaires, malheureux depuis tant de siècles, qui leur serait fatal et que le gouvernement turc, avec les meilleures dispositions du monde, ne pourra étouffer facilement. C'est cette éventualité très possible qui me met la plume dans la main pour vous écrire. Mon Dieu, la terre est assez vaste. Il y a encore des pays inhabités, où l'on pourrait placer les millions d'Israélites pauvres, qui deviendraient peut-être heureux un jour, et un jour constitueraient une nation. Ça serait peut-être la meilleure, la plus rationnelle solution de la question juive. Mais au nom de Dieu, qu'on laisse tranquille la Palestine. Et la réponse de Theodor Herzl sera très évasive.